Les médias nous disent que toutes les nouvelles technologies et toutes les nouvelles sciences sont apparues dans notre monde au cours des dernières années. Mais devinez quoi? Il y avait des civilisations ici il y a plus de 10 000 ans. Elles connaissaient des choses que nous commençons à peine à découvrir. Elles connaissaient des choses tellement avancées que nous ne pourrions même pas imaginer. L'une des choses dont nous allons parler aujourd'hui, ce sont les principes hermétiques. Il s'agit de principes concernant la nature de la vie sur cette planète qui ont été créés il y a plus de 5000 ans. Mais qu'ont-ils de si intéressant? Aussi anciens soient-ils, ils sont scientifiquement exacts en ce moment, à l'instant même où je vous parle. Les 7 principes hermétiques font partie d'une école de pensée qui remonte à des dizaines de milliers d'années. Mais plus récemment, nous pouvons attribuer ce travail à un livre écrit en 1908 et intitulé « Le Kybalion » de 3 initiés. Il s'agit d'une histoire qui tourne autour d'un personnage particulier connu sous le nom d'Hermès Trismégiste, ce qui se traduit approximativement par Hermès, le 3 fois plus grand. La recherche et le monde universitaire ont beaucoup débattu de la question de savoir si Hermès Trismégiste était ou non un personnage historique réel ou le résultat de la fusion d'un groupe d'experts de l'Antiquité. En effet, Hermès Trismégiste partage des qualités et des caractéristiques avec d'autres personnages de l'Antiquité, tels que Thoth, le dieu de l'écriture et de la sagesse dans l'Égypte ancienne, et Hermès, le dieu de la communication, le messager des dieux dans la Grèce antique. Ce qui est si important dans les 7 principes hermétiques, comme nous allons le découvrir dans cette vidéo aujourd'hui, c'est qu'ils nous donnent un cadre pour les mécanismes et les règles qui régissent la réalité elle-même. C'est vraiment génial et passionnant de voir que la sagesse ancienne commence à faire le lien avec le monde de la science moderne, comme la physique quantique, en un point central qui nous donne un sentiment d'autonomie et de connaissance sur la façon de vivre dans ce monde. Pas seulement vivre dans ce monde, mais s'y épanouir. Alors partons à l'aventure et voyons quel type de sagesse nous pouvons découvrir. Aujourd'hui, le premier principe de la série hermétique est le principe de mentalisme. Le concept dont il parle est que notre intelligence, notre conscience, notre activité mentale est ce qui crée le monde dans lequel nous vivons. Cela semble être une idée très bizarre, mais devinez quoi, c'est le cas. La physique quantique moderne ultime, même le jour de la fondation de la physique quantique en 1927, Max Planck, l'un des pères fondateurs de cette science, a reconnu que c'est la conscience qui crée nos expériences de vie. La façon dont vous pensez, ce que vous croyez, et la façon dont vous vous comportez manifestent en fait les expériences que nous vivons dans ce monde. Planck nous a donné l'idée que la conscience crée nos expériences de vie. Cette idée, qui date de 1927, est aussi valable aujourd'hui qu'elle l'était à l'époque. Un article récent paru dans la revue Nature, la revue scientifique la plus prestigieuse de la planète, a été écrit par Richard Cohn Henry, un physicien de l'université Johns Hopkins, sous le titre « The Mental Universe », l'univers mental. Je ne vais pas entrer dans les détails de l'article, car tout est résumé dans la dernière phrase de l'article. Je cite « L'univers est immatériel, il est mental et spirituel. Vivez et appréciez le concept selon lequel la physique quantique a révélé que notre caractère mental crée réellement le monde. C'est profondément important. D'un simple point de vue scientifique, par exemple, nous parlons de ce que nous appelons l'effet placebo. Quelqu'un souffre d'une maladie, il prend un médicament dont on lui dit qu'il est ce dont il a besoin pour se guérir. Elle prend le médicament, elle va mieux. Puis on découvre que le médicament qu'elle a pris n'était qu'une pilule de sucre. La question est donc de savoir ce qui a guéri cette personne. La réponse est la pensée positive résultant de l'effet placebo. Mais devinez quoi? Les pensées négatives ont une conséquence.
C'est ce qu'on appelle l'effet nocebo. Et la plupart des maladies de cette planète peuvent en fait être reliées à une conscience négative. L'effet nocebo est le contraire de l'effet placebo. Pourtant, le placebo et le nocebo sont tous deux des constructions mentales. En fait, ce que nous devons comprendre, c'est que c'est notre façon de penser qui crée notre monde. Et il y a une différence entre la pensée positive et la pensée négative. La géométrie de la pensée est la mathématique qui permet de structurer l'espace. La géométrie que nous avons tous étudiée à l'école s'appelait la géométrie euclidienne, si vous vous en souvenez. C'est une géométrie avec des carrés et des triangles, des cercles et des pyramides, toutes sortes d'objets et de structures dans l'espace. C'est très intéressant parce que la géométrie euclidienne est ce que nous utilisons pour créer notre monde aujourd'hui. Les maisons, les bâtiments, même la technologie et l'électronique. Tout se résume à la compréhension de la géométrie euclidienne. D'accord, mais voici le problème. Existe-t-il une géométrie qui permette de créer un arbre? Existe-t-il une géométrie qui permet de créer un escargot? Oui, il y en a une. Il s'agit de la géométrie fractale. Il s'agit d'une équation très simple. Mais voici la nature de l'équation. Vous résolvez l'équation et vous obtenez une réponse. Mais ce qui est intéressant, c'est que vous prenez cette réponse, vous la réinjectez dans la même équation, vous la résolvez à nouveau et vous obtenez une autre réponse. Vous prenez cette réponse et vous la réinjectez dans l'équation. C'est une itération. Il s'agit de répéter le même schéma encore et encore en utilisant, devinez quoi? La même formule originale. Comme vous utilisez la même équation, les schémas de la géométrie se répètent à des niveaux d'organisation plus ou moins élevés. Ainsi, si vous essayez de comprendre un modèle à un niveau d'organisation supérieur, vous pouvez revenir en arrière et rechercher le même modèle à un niveau inférieur de mathématiques pour lui donner un sens au niveau inférieur, puis utiliser cette information pour comprendre le niveau supérieur. Cela revient à quelque chose que vous avez entendu toute votre vie. Il s'agit de l'expression « comme en haut, comme en bas ». En gros, cela signifie que vous pouvez voir la structure de l'univers dans des modèles qui se reproduisent de façon similaire à n'importe quel niveau d'organisation. C'est très simple. La biologie cellulaire est un domaine dans lequel je travaille constamment. Vous pouvez prendre l'exemple de l'être humain. Regardez toutes les fonctions du corps humain. C'est très complexe. 50 000 milliards de cellules. Mais devinez quoi? Dans une seule cellule nucléée de votre corps, toutes les fonctions que vous avez dans votre corps sont déjà présentes. La cellule respire, digère, excrète. Elle possède même un système immunitaire. C'est le même mécanisme qui est utilisé dans l'organisation supérieure, qui est alors un corps humain. En d'autres termes, il y a une répétition dans la structure du haut vers le bas. Ce n'est pas une idée du nouvel âge, mais un principe fondamental de la géométrie fractale. Il est intéressant de noter que, pour autant que nous le sachions, la géométrie fractale est apparue dans les années 1980 avec Mandelbrot. Il est évident qu'il y a 5000 ans, il la connaissait également, ce qui nous amène à nous demander à quel point nous sommes intelligents. Ou quelle était l'intelligence des gens qui nous ont donné naissance. Il s'agit là d'un élément important pour l'étude de la nature des principes hermétiques. Le principe de la vibration est très intéressant, car tout ce qui existe dans l'univers bouge en permanence. Il vibre et bouge en permanence. Lorsque la physique quantique s'est penchée pour la première fois sur l'atome, les premiers physiciens ont vu les structures physiques des protons, des neutrons et des électrons. Mais lorsqu'ils ont commencé à les démonter, ils ont découvert qu'au fond, il n'y avait rien de physique. C'était un tourbillon d'énergie. Vous pouvez visualiser l'énergie en prenant un caillou et en le laissant tomber dans un étang. L'énergie de la pierre, lorsqu'elle touche l'eau, se traduit dans l'eau de l'étang. Quel est le résultat?
des ondulations qui se propagent. Des ondulations qui rayonnent. C'est la forme de l'énergie. L'énergie est une force qui façonne la matière. C'est l'énergie sous l'eau. Ce sont des vagues et des ondulations qui vibrent continuellement et qui sortent des atomes. Les atomes sont des vortex d'énergie en rotation. Ce faisant, ils produisent des ondes et ces ondulations se propagent dans l'espace. Tout dans l'univers connu, en ce qui concerne l'expérience physique, est basé sur les atomes et tous les atomes sont des vortex d'énergie avec des ondulations qui rayonnent vers l'extérieur. Les atomes sont des nanotornades. Considérons alors la vraie tornade. C'est un tourbillon d'énergie en rotation. Essayez de conduire votre voiture dans une tornade. Lorsque vous atteignez la tornade, le champ de force de cette vibration peut en fait soulever votre voiture et la projeter au loin. Les tourbillons d'énergie, les nanotornades, ont des champs de force. Je peux voir une tornade. Elle contient tous les débris, la saleté et la poussière qui ont été amassés par la tempête de vent et projetés tout autour. Si vous enlevez la saleté et la poussière de la tornade, il s'agit toujours d'un champ de force énergétique, même si vous ne pouvez plus le voir. Une force énergétique est invisible, mais vous pouvez la sentir parce qu'elle exerce une pression sur vous. Vous poussez sur elle. C'est une sensation physique. Pour autant que nous le sachions, les anciens ne parlaient pas de physique quantique, mais ils connaissaient manifestement la physique quantique parce qu'ils comprenaient la nature de la vibration. Même s'ils vivaient dans un monde comme le nôtre, un monde qui semble physique, cette sagesse ancienne a été intégrée dans les principes hermétiques. Le principe hermétique de polarité parle du fait qu'il y a des opposés, mais qu'ils sont identiques. Comment peuvent-ils être opposés et identiques? La réponse est la suivante. Prenez une pile. Vous la placez dans un pôle positif et un pôle négatif. La pile produit de l'énergie. Si je prends la pile et que je retire l'un des pôles, positif ou négatif, l'énergie de la pile disparaît. L'article dit donc, quelle était l'énergie contenue dans la pile? Le pôle positif était identique à l'énergie du pôle négatif. L'énergie du pôle positif est donc la même que celle du pôle négatif. La lumière et l'obscurité. Nous parlons de l'opposé l'un de l'autre. Mais en réalité, la lumière et l'obscurité sont toutes deux de l'énergie. Si vous regardez le spectre, vous pouvez dire que vous allez de l'ultraviolet à l'infrarouge. Vous pouvez également observer le spectre visible, du violet au rouge, qui devient donc un spectre continu d'énergie, mais avec des pôles. C'est intéressant parce qu'on parle d'un pôle au milieu du spectre. On l'appelle le nœud, mais c'est un point important. Si vous réfléchissez au monde, vous pouvez voir sa polarité, mais il s'agit essentiellement d'un champ d'énergie. On parle de polarité, mais c'est un champ d'énergie qui montre le spectre de cette énergie. Il y a également une ligne fine à un point appelé nœud au milieu de tout cela. Il s'agit du soleil de midi. C'est la ligne la plus longue en ce sens que la lumière est une forme de lumière de la nuit. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker, je vous invite à vous abonner et à cliquer sur la cloche des notifications pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Moi je vous dis à la prochaine, d'ici là, prenez soin de vous, c'était Espace Motivation.